Et si la chute d'un homme fort d'Amérique latine pouvait ébranler le Kremlin? Le Venezuela est souvent considéré comme une tragédie locale, un pays de coupure de courant, de pénurie, et dirigé par un chef accroché au pouvoir. Mais sous ce chaos se cache un secret que Washington et Kiev surveillent de près. Un moyen de faire pression sur Poutine. Cette histoire dépasse le Venezuela. La survie de Nicolás Maduro dépend étroitement du contrôle de Vladimir Poutine sur le pouvoir. Les États-Unis veulent que Maduro parte, tandis que la Russie continue de l'armer. Pourquoi ? La réponse à la question du soutien désespéré de Poutine aux dirigeants vénézuéliens, situé à 10 000 km, se trouve dans le triangle Venezuela-Russie-Occident. Pour comprendre cette relation apparemment complexe, commençons par regarder ce qui se passe actuellement sur le terrain à Caracas. Le Venezuela ne vit pas seulement une crise politique, il s'oriente vers une situation plus grave, perceptible à tous par son évolution rapide. Le combat électoral de l'année dernière a ouvert le pays d'une manière totalement nouvelle. Maduro dit qu'il a gagné, tandis que l'opposition affirme qu'il a volé la victoire. Maintenant, les gens descendent dans la rue chaque soir, faisant du bruit qui résonne dans tous les quartiers. Les soldats tiennent bon, mais les rangs restent divisés. Certains officiers restent fidèles à Maduro car leur avenir dépend de lui. D'autres subissent la pression des pénuries, les longues files d'attente et la colère croissante dans leurs familles. Et vous savez déjà qu'une fois que l'armée commence à se diviser, le gouvernement au sommet vacille, et Maduro ressent certainement ce vacillement. On le voit, à la manière dont il réduit constamment son cercle proche. Les réunions sont plus brèves, la salle plus petite, et sa confiance a diminué. Il ne cesse de changer d'équipe de sécurité et d'écarter les anciens alliés sur lesquels il comptait autrefois. Ce genre de comportement répand un sentiment de froid dans tout le système, et cela touche encore plus durement le Vénézuélien moyen. L'économie atteint de nouveaux bas. L'inflation réduit les salaires, la nourriture manque, et les coupures de courant sont imprévisibles. Les hôpitaux peinent à maintenir des fournitures de base, et même les médicaments simples deviennent des choses que les gens doivent chercher. Quand la vie devient aussi instable, les gens commencent à chercher n'importe quel moyen de survivre. Et cela ouvre la porte à une économie souterraine qui se renforce chaque année. Une partie de cette économie est le trafic de drogue. Lorsque les emplois officiels disparaissent et que la monnaie s'effondre, la contrebande devient une bouée de sauvetage pour certaines communautés. Des groupes affiliés à des factions de l'armée ponctionnent les cargaisons. Et des fonctionnaires corrompus détournent le regard parce que l'État n'a plus le pouvoir ni l'argent pour tout contrôler. Ainsi, le Venezuela est progressivement devenu une route majeure de la cocaïne vers les États-Unis. En 2019 et 2020, les responsables américains désignaient le Venezuela comme une porte d'entrée clé pour les drogues atteignant les villes. Ils estimaient que près de 210 tonnes de cocaïne étaient acheminées chaque année par le Venezuela, dont une grande partie à destination des États-Unis. Cela tenait à la hausse des surdoses aux États-Unis et à la pression croissante sur Washington pour agir. C'est alors que l'administration Trump est intervenue fortement. Il n'était pas intéressé par la diplomatie douce, il voulait en faire sentir la pression à Maduro. Les sanctions ont frappé le secteur pétrolier à plusieurs reprises, fermant les canaux bancaires, avant une mesure qui a bouleversé la région. Washington n'a pas seulement sanctionné Maduro, il l'a qualifié, lui et plusieurs de ses hauts responsables, de narco-terroristes, et a mis sa tête à prix. La récompense initiale était de 15 millions de dollars, une somme déjà stupéfiante pour un chef d'État en exercice. Cette année, ce chiffre atteint 50 millions, faisant de Maduro l'un des hommes les plus recherchés au monde. Le message est sans équivoque. Imaginons que vous soyez un général vénézuélien, possédant des biens à l'étranger, des comptes à Miami ou des proches aux États-Unis. Vous devez alors peser votre loyauté face au risque d'être lié à un dirigeant poursuivi dans un autre pays. La prime ne vise pas seulement l'arrestation de Maduro, mais cherche aussi à semer le doute dans son armée et à pousser les officiers à s'interroger sur leurs limites. Pour un homme qui est devenu à la fois dictateur et fugitif, pour Washington, les États-Unis ont appuyé cette pression par une présence concrète sur l'eau. Les navires de la marine et des gardes-côtes patrouillent toujours près du Venezuela, prouvant le sérieux de Washington. Le 16 novembre, l'arrivée de l'United States Ship, Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé des États-Unis, accompagné de son groupe aéronaval, a montré que cela va bien au-delà du symbolique. Patrouille. Grâce à des destroyers, des escadrons de chasseurs et des avions de surveillance maritime, le blocus est solide et montre que les États-Unis sont prêts à défendre leur position. Il ne s'agit pas seulement de politique. Cela est lié à des problèmes internes, des routes de la drogue alimentant les villes américaines et à la hausse des surdoses.
et la conviction que le gouvernement Maduro ressemble désormais à un réseau criminel. Que les gens soient d'accord ou non avec l'approche de Washington, le message est difficile à ignorer. Les États-Unis ne vont pas reculer. La Russie a vu tout cela et a pris la direction opposée, choisissant de soutenir et de renforcer le Venezuela. Moscou a envoyé des avions cargo, des pièces de rechange, des instructeurs radars et des équipes techniques pour entretenir l'ancien matériel vénézuélien soviétique. En 2023 et fin 2024, des navires russes ont fait escale dans les ports vénézuéliens alors que les tensions augmentaient. Et cette année, le soutien est allé encore plus loin. En mai, Maduro a rencontré Poutine à Moscou pour demander une aide militaire. Et en novembre, des systèmes de défense aérienne russes, tels que les batteries Pantsir et Buk, étaient livrés à Caracas. Ces déploiements n'ont jamais eu pour but de gagner une guerre, ils étaient destinés à envoyer un message. La Russie veut montrer qu'elle peut encore influencer les événements loin de ses frontières, même dans une région que les États-Unis considèrent comme leur arrière-cour. Ce symbolisme est important pour le Kremlin, car son image mondiale repose sur la force, l'influence et la loyauté envers ses alliés. C'est pour toutes ces raisons que ce moment semble différent. Ce n'est pas juste une crise interne, c'est une collision d'intérêts. Le Venezuela lutte pour rester debout, et la Russie se bat pour protéger l'influence qu'elle a encore en Amérique latine. Les États-Unis font pression de l'autre côté à cause de la drogue, de la politique et de la conviction que Maduro franchit plusieurs limites. Plus ses forces mettent de la pression, plus la tension monte autour d'un pays déjà épuisé. Autant d'attention pour un seul pays d'Amérique latine, tu ne trouves pas? C'est pour ça. Pour comprendre pourquoi le Venezuela est au cœur de ce conflit mondial, il faut regarder sous son sol. Le pétrole. Voici où débute la vraie histoire. Le Venezuela n'est pas juste un pays pétrolier, c'est le pays du pétrole. Il possède 303 milliards de barils de réserves prouvées, c'est plus que l'Arabie Saoudite, plus que n'importe qui. Si vous vidiez tout le pétrole officiellement recensé au Venezuela, vous rempliriez assez de pétroliers pour entourer la Terre. Voilà l'importance de ces réserves. Tout pays doté d'un tel potentiel énergétique comptera, même si son économie s'effondre et sa politique sombre dans le chaos. La seule raison pour laquelle le Venezuela n'a pas profité de cet avantage, c'est que son industrie pétrolière s'est effondrée depuis longtemps. Des années de corruption, de mauvaise gestion et de sanctions ont laissé les puits à l'abandon, les pipelines cassés et les travailleurs en fuite à la recherche d'un salaire stable. La nature du pétrole vénézuélien complexifie l'histoire. La majorité de ce pétrole est lourd, épais et riche en soufre, contrairement au brut léger qui s'écoule facilement. Il nécessite des diluants spéciaux pour circuler dans un pipeline et des raffineries complexes pour être transformés en essence ou diesel. Qui a construit il y a des décennies toute une côte de ce genre de raffinerie? Les États-Unis? La côte du Golfe? Des endroits comme Houston, Lake Charles, Corpus Christi ont d'énormes usines qui ont littéralement été conçues pour le brut vénézuélien. Les tuyaux, les unités de coquéfaction, les ouvriers, tout est déjà là. Il ne manque plus que le feu vert. Ces raffineries, utilisées depuis des années, le brut vénézuélien comme matière première principale. Ensuite, la relation politique a échoué. Les sanctions ont interrompu l'approvisionnement, et une chaîne logistique stable depuis des générations a été brisée. Malgré l'agitation, le secteur de l'énergie est resté attentif. Récemment, de petits signes de reprise sont apparus. Des entreprises d'équise asiatiques et moyen-orientales ont apporté un soutien technique. Certaines entreprises américaines ont reçu des dérogations pour explorer des accords si la situation politique change. Le plus grand nom déjà présent est Chevron. Depuis fin 2022, ils extraient légalement du pétrole avec Petróleos de Venezuela, société anonyme, grâce à une licence spéciale du Trésor. L'administration Trump l'a discrètement élargie en 2025. 4 co-entreprises opèrent actuellement, ajoutant près de 20 000 barils par jour directement vers la côte du Golfe. Ce pétrole, déjà sur le marché, concurrence les Urals russes, et Maduro reste présent, au palais Miraflores. Washington a appris à ses dépens que des sanctions totales n'ont fait que pousser le Venezuela encore plus dans les bras de Moscou et de Pékin. La stratégie actuelle privilégie donc la carotte plutôt que le bâton. On laisse Chevron ouvrir un peu les vannes, juste un peu, pour satisfaire les raffineries. Et on espère que l'argent supplémentaire convaincra quelques généraux que la vie après Maduro pourrait être plus lucrative. Ce n'est pas encore un déluge, mais cela montre qu'on peut ouvrir le robinet sans changer de régime. Cela n'a pas permis au Venezuela de retrouver sa grandeur passée, mais a quand même changé quelque chose d'important. Le pays a cessé de chuter et a commencé à se stabiliser, et rien que cela a poussé les analystes à prêter davantage attention. Ce changement est en train de se transformer en quelque chose de plus. Le Venezuela montre des signes de réveil à nouveau. Ces champs pétrolifères, autrefois silencieux et rouillés, recommencent lentement à produire, approchant à nouveau le million de barils par jour.
La reprise est fragile, mais sur un marché mondial tendu, la perspective d'une nouvelle offre suffit à alerter les traders. Les gens de Wall Street et des centres énergétiques savent quelque chose d'important. Avec de vrais investissements et des technologies modernes, la lente remontée du Venezuela pourrait devenir une envolée. La simple possibilité de cela modifie déjà les attentes et pousse les marchés à anticiper. C'est précisément pour cela que Washington y prête attention. Au sein de l'administration Trump, les responsables voient plus qu'un pays en difficulté essayant de se relever. Ils y voient une porte d'entrée vers un jeu géopolitique plus vaste. Pour eux, le Venezuela est le point de pression idéal. Ramenez ces barils sur le marché mondial, et vous redéfinissez la carte pétrolière au détriment de la Russie, sans combattre. Chaque baril vénézuélien de retour sur le marché réduit les chances de Moscou de vendre son brut cher. Rétablir l'accès au pétrole lourd vénézuélien aide les raffineries américaines à mieux fonctionner, freine la hausse des prix et stabilise les chaînes d'approvisionnement perturbées par les sanctions et les conflits. Un geste, 3 buts. Cela met la pression sur le Kremlin, renforce l'énergie américaine et avertit que l'agression durable a des conséquences durables. La pression sur le Kremlin ne vient pas seulement de la politique ou de changement d'alliance, elle vient de quelque chose de plus froid, quelque chose qui se moque de savoir qui fait des discours à Moscou. C'est la logique mathématique du marché pétrolier, pas de mise en scène ni d'improvisation, seulement des chiffres qui marchent ou non. C'est ce que Poutine redoute le plus, car cela retire tout le bruit et l'expose. Quand on évoque le retour du pétrole vénézuélien sur le marché, on n'imagine pas une hausse discrète et facilement absorbée. Il parle d'un défi direct au pétrole brut russe. Le pétrole du Venezuela, lourd et dense, est similaire à celui utilisé par de nombreuses raffineries pour l'Oural russe. Si Caracas se stabilise et reprend la production, chaque baril exporté en plus compte. Moscou perd. En analysant les trajectoires de production, la situation devient vite inconfortable pour le Kremlin. Même le scénario le plus modéré crée de la pression. Si le Venezuela ajoute 500 000 barils par jour, cela réduit la clientèle de la Russie alors que Moscou baisse déjà les prix. Pour rester compétitive, si le Venezuela atteint 1 million de barils, la Russie devra encore plus lutter pour trouver des acheteurs sur un marché qui ne peut soutenir 2 vendeurs de brut à prix réduit. Si Caracas atteint 15 millions, le choc frappe Moscou comme un coup de poing de Mike Tyson dans les côtes. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus d'une question de part de marché, cela devient une question de prix. Un retour important du Venezuela pourrait réduire de 10 à 20 $ le prix mondial du baril. Ce n'est pas un léger écart, c'est la différence entre la Russie qui équilibre ses comptes et celle qui voit des dizaines de milliards s'évaporer. Selon les prévisions les plus pessimistes, les pertes pourraient atteindre 100 milliards. Aucun discours patriotique ne peut combler un tel gouffre. Quand l'approvisionnement en énergie change, tout bouge autour. Après des années sans leur matière première vénézuélienne, les raffineurs américains retrouvent soudain la combinaison idéale. L'Inde et la Chine, qui achetèrent surtout du brut russe à prix réduit, découvrent une option plus simple. Les sanctions secondaires de Washington rendent déjà la vie difficile à tous ceux qui traitent avec le pétrole russe. Tout grand acheteur sait que ces sanctions peuvent entraîner une exclusion du système financier américain. L'Inde et la Chine ont continué d'acheter en raison des forts rabais et du manque d'alternatives simples. Mais si le Venezuela devient stable, bien approvisionné et ouvertement soutenu par les États-Unis, la décision devient assez simple. Ils n'auront plus à éviter les sanctions, ni à compter sur des flottes fantômes ou des intermédiaires. Ils pourront acheter facilement et à bas prix au Venezuela. Les acheteurs changent vite quand le risque baisse et la commodité augmente. Quand le pétrole vénézuélien influence l'équilibre mondial, la vague ne s'arrête pas à la Russie. Cela affecte rapidement le reste du secteur de l'énergie. C'est là qu'intervient la complication suivante. Depuis des années, l'Arabie Saoudite et la Russie tentent de co-gérer le marché pétrolier via l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus. Ce partenariat a toujours été fragile. Si une offre vénézuélienne fait baisser les prix, Riyad devra vite protéger ses intérêts. Les Saoudiens privilégient la stabilité des prix aux relations politiques. Et si la Russie devient la raison pour laquelle leur stratégie cesse de fonctionner, les tensions vont rapidement s'intensifier. Pendant ce temps, l'Amérique latine commencera probablement aussi à s'adapter. Si le régime de Maduro faiblit ou tombe, la région réagira immédiatement. La pression des réfugiés sur les voisins baissera. Cuba et le Nicaragua perdront le carburant vénézuélien à bas prix, et le Brésil deviendra l'encre de l'hémisphère. À mesure que Washington regagne de l'influence, l'espace politique occupé par la Russie via Caracas diminuera.
Toujours sur les affaires régionales, un autre point de tension est en Guyana, de l'autre côté de la frontière. Maduro attise les tensions sur l'Essequibo en déployant des troupes à la frontière et organisant des référendums. Personne ne l'a demandé. À chaque fois qu'il agit ainsi, le Brésil déplace ses forces. Exxon a renforcé la sécurité sur ses plateformes offshore. Tout le voisinage devient nerveux. Si le Venezuela va trop loin, il risque un blocus régional ou de nouvelles sanctions qui freineraient la reprise pétrolière attendue par le monde. Un Maduro acculé pourrait même parier que menacer la Guyane rallie le pays, ou lui donne un levier. Situation explosive. Un faux pas retarde ou compromet le retour espéré de Washington pour remodeler la carte énergétique. La Russie espère discrètement qu'il y ait juste assez de tensions pour maintenir la prudence de l'Occident, mais pas assez pour déclencher une véritable guerre. Le chaos coûte moins cher que la victoire. Et au-delà de la région, les ondes de choc continuent de se propager. Quand la Russie gagne moins avec le pétrole, ses projets à l'étranger diminuent. Le soutien aux groupes intermédiaires en Afrique, en Syrie et en Asie centrale devient plus difficile à maintenir. Ces opérations n'ont jamais représenté des postes budgétaires énormes, mais elles nécessitaient tout de même un financement régulier, et l'influence de la Russie était déjà limitée avant tout cela. Les sanctions, les pertes militaires et le ralentissement économique l'ont affaibli depuis des années. Une montée en puissance du Venezuela accélère le déclin, elle ne le provoque pas. L'influence s'effondre rarement en un seul moment dramatique. Elle s'estompe lentement, et chaque ligne qui s'efface donne au Kremlin l'impression d'être un peu plus acculé. La Russie ressent cette pression plus vivement qu'elle ne veut bien l'admettre. Le pétrole n'est pas seulement l'une des exportations de Moscou, c'est le pilier qui soutient tout l'État. Près d'un tiers du budget russe provient des revenus énergétiques. Cet argent fait fonctionner l'armée, finance la sécurité, paie la propagande et soutient les programmes sociaux pour calmer la population. Chaque missile lancé, chaque blindé au front, chaque récit de victoire à la télévision d'État en Ukraine est financé par les pétrodollars versés au Kremlin. Le problème, c'est que ces dollars sont de plus en plus difficiles à gagner, avec des coûts en hausse et des sanctions qui compliquent la production. Les assureurs hésitent à couvrir les pétroliers russes sans un prix adéquat pour le transport. Même lorsque Moscou trouve des acheteurs, elle doit souvent vendre à bas prix, car l'Inde et la Chine savent que la Russie cherche désespérément des revenus. Chaque expédition rapporte moins d'argent, tandis que la guerre épuise les liquidités plus vite que l'État ne peut suivre. Ainsi, même une légère baisse des prix mondiaux devient une crise pour Poutine. Une baisse de $10 par baril peut effacer des dizaines de milliards en une seule année. Soudainement, le gouvernement est pris de court. Lorsque les prix baissent, la Russie ne ressent pas seulement de l'inconfort, elle sent le sol bouger sous l'ensemble de son système politique. Quand l'argent se tarit, le choc ne touche pas seulement le budget fédéral, il se propage à toute l'économie. Le rouble s'affaiblit, et chaque chute fait grimper l'inflation encore plus haut. Chaque jour, les Russes le ressentent immédiatement, car les prix augmentent plus vite que le gouvernement ne peut les stabiliser. Les familles limitent en manque leurs dépenses, les petites entreprises peinent à survivre, la frustration publique monte et l'humeur nationale change. Cette pression remonte jusqu'aux cercles autour de Poutine. Les personnes les plus proches de lui se disputent davantage, se rejettent davantage la faute et s'inquiètent que la diminution des ressources puisse leur faire perdre de l'influence ou de la protection. Une économie sous pression révèle des rivalités que le système cache habituellement. Ces tensions silencieuses peuvent se transformer en conflits ouverts si la pression dure assez longtemps. C'est la réaction en chaîne que Poutine craint le plus. Une baisse des prix du pétrole ne réduit pas seulement le budget de guerre, elle secoue les marchés, affaiblit la monnaie et ébranle la confiance même des personnes qui maintiennent la structure politique en place. La Russie peut vivre une période difficile. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est un déclin progressif des revenus énergétiques sans graves dommages politiques. Washington sait tout cela. C'est pourquoi la stratégie américaine ne se limite pas aux sanctions ou aux discours diplomatiques. Le but à long terme est de remplacer Maduro par un gouvernement pro-américain, prêt à laisser les compagnies pétrolières occidentales moderniser l'industrie vénézuélienne. C'est là que Maria Corina Machado entre en scène. Non seulement elle est lauréate du prix Nobel de la paix, mais c'est elle que les États-Unis veulent voir à Miraflores une fois que tout cela sera terminé. Celle qu'ils jugent apte à stabiliser rapidement le pays pour relancer le pétrole et enfin faire pression sur Moscou, comme prévu depuis des années. Si cela arrive, la production pourrait dépasser 1 million de barils et continuer à croître, faisant du Venezuela un rival direct de la Russie, au moment où Moscou peut le moins se le permettre. Armé de cette réalité, pour Poutine, les enjeux ne pourraient pas être plus clairs.
Soutenir Maduro, c'est aussi protéger la bouée de sauvetage de la Russie, au-delà de la loyauté ou de l'influence en Amérique latine. Si le Venezuela se tourne vers l'Occident, Moscou perd un bouclier, des parts de marché et les prix élevés dont il dépend. Le Kremlin ne peut pas se permettre de perdre ce combat. Pour Vladimir Poutine et ses officiers, Nicolás Maduro ne doit pas tomber. C'est pourquoi le Kremlin lutte si ardemment pour garder Nicolás Maduro au pouvoir. Mais avant que quiconque ne commence à préparer l'après-Maduro au Venezuela, une réalité bien plus dure attend sur le terrain à Caracas. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions en pensant que Maduro va simplement faire ses valises et remettre les clés. Parce que les calculs pétroliers sont mauvais pour Moscou. L'homme a consacré 25 ans à faire du Venezuela une forteresse pour ce moment. Le régime affirme contrôler directement environ 350 000 militaires actifs et 18 millions de membres de milices et collectifs paramilitaires, dont les tristement célèbres Colectivos. Ajoutez à cela les 25 millions de miliciens bolivariens ayant reçu une formation de base aux armes. Plus de 4 millions de personnes ont entendu pendant 10 ans que les Américains viendraient les tuer et voler le pétrole. Beaucoup d'entre eux sont sous-payés et mal nourris, bien sûr, mais ils sont armés, organisés et conditionnés idéologiquement à voir toute transition comme la fin de leur monde. En plus de cela, les services de renseignement cubains contrôlent encore la moitié du contre-espionnage au sein de l'appareil de sécurité vénézuélien. Des contractuels militaires privés russes sont intégrés aux unités clés. L'Iran a discrètement envoyé des vedettes rapides et des instructeurs de drones. Le palais n'est pas défendu par un dictateur isolé et quelques généraux nerveux, il est protégé par un écosystème paranoïaque et structuré qui se prépare à une guerre urbaine, rue par rue, bloc par bloc, à Caracas depuis 2017. Et si les États-Unis allaient au-delà des sanctions et démonstrations militaires, jusqu'à intervenir directement ou financer des forces spéciales pour soutenir une opposition armée? Maduro a déjà annoncé la manœuvre. Il fera du Venezuela une Syrie des Caraïbes. Brûler les champs de pétrole, inonder les villes de loyalistes armés, ouvrir les prisons et défier Washington d'envoyer des garçons américains dans les vallées et les barrios où chaque immeuble est une embuscade potentielle. Le Pentagone le sait. Chaque simulation d'effondrement du régime à Caracas prévoit l'engagement de centaines de milliers de soldats américains et une facture de contre-insurrection sur 10 ans, bien plus élevée que celle de l'Afghanistan. Donc oui, le nœud économique se resserre, l'armée craque, et le prix du pétrole brille de 1000 feux. Mais provoquer un changement de régime implique toujours de franchir un mur de 4 millions de personnes désespérées et radicalisées, sans rien à perdre. Et beaucoup de gens leur apprennent comment faire saigner lentement une armée d'invasion. Ce n'est pas une opération de week-end, mais une guerre. Les États-Unis n'en veulent absolument pas en 2025. Cela ne signifie pas que Donald Trump ne va pas surmonter cet obstacle. Mais cela ajoute une autre couche de considération, qui indique simplement que ce ne sera pas une promenade de santé. Au-delà du pétrole et de l'argent, Nicolás Maduro offre à la Russie un avantage stratégique rare. Cela offre à Moscou un appui dans l'hémisphère occidental, l'un des rares lieux proches des États-Unis où la Russie garde un partenaire réel. Pour le Kremlin, il ne s'agit pas que d'une victoire symbolique. C'est la preuve que la Russie peut encore perturber le voisinage des États-Unis si elle le veut. Cela permet à Moscou de prétendre à une portée mondiale, alors que son influence diminue ailleurs. Ce partenariat ne s'est pas créé par hasard, il a été construit progressivement. Depuis des années, la Russie a vendu avions de chasse, hélicoptères et systèmes de défense aérienne au Venezuela, bien avant la crise actuelle. Beaucoup de ces systèmes, bien que vieux, restent essentiels car leur maintenance dépend de techniciens russes. Quand quelque chose tombe en panne, le Venezuela ne peut pas le réparer seul, ils doivent appeler Moscou. Cette dépendance crée un lien difficile à rompre, même quand la Russie subit des pressions. L'aspect financier est encore plus grave. La Russie a prêté des milliards au Venezuela, certains directement du Kremlin. D'autres sont passés par Rosneft, qui a pris des parts dans des projets pétroliers vénézuéliens en garantie. Certains oligarques ont investi leur argent dans des affaires risquées du secteur énergétique vénézuélien. Tout cela crée un vaste réseau d'obligations financières. Si Maduro tombe, une grande partie de cet argent disparaît. C'est un coup dur. Moscou ne peut pas se le permettre actuellement, entre une guerre qui vide son budget et des sanctions qui étouffent de son économie. Or, la situation devient délicate pour le Kremlin. La Russie ne peut plus soutenir le Venezuela comme avant. La guerre en Ukraine a privé la Russie de main-d'œuvre, d'équipements et d'attention supplémentaires. La Russie envoie surtout de l'aide symbolique, aujourd'hui. Une visite de navire ici, un avion cargo qui atterrit là-bas, et une poignée de conseillers sur le terrain.
Ça paraît solide de loin, mais de près, il est clair que Moscou essayait surtout de sauver les apparences. Une autre inquiétude plane dans le cercle de Poutine, rarement exprimée à voix haute. Si Maduro tombe, il pourrait essayer de fuir en Russie. Maintenant, ça paraît dramatique, mais la rumeur circule depuis des années. Honnêtement, cela effraie le Kremlin. Accueillir un autre dirigeant déchu ferait passer la Russie pour une maison de retraite d'autocrates ratés, pas une puissance. Cela mettrait Maduro dans le même panier que Yanukovych, Bachar el-Assad et d'autres, qui ont fui à Moscou. Lorsque tout s'est effondré, cela prouverait au monde qu'un autre allié de la Russie a chuté sous la surveillance de Poutine. C'est pourquoi le Kremlin refuse de lâcher prise. Cela nous ramène à Poutine lui-même, car toutes ces répercussions mondiales convergent finalement vers une seule cible, lui. Quand l'argent du pétrole baissera, le choc touchera tout le monde en même temps. Les usines de chars, missiles et véhicules blindés vont ralentir, car l'acier, l'électronique et les financements seront plus difficiles à obtenir. Les programmes sociaux assurant la stabilité urbaine vacilleront, inquiétant les familles et débordant les responsables locaux. Les budgets régionaux vont se resserrer, et les gouverneurs seront contraints de prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais voulu affronter. Même la capacité du Kremlin à acheter la loyauté, ciment du système, s'affaiblira justement quand elle sera la plus nécessaire. Les fausseurs s'apparaîtront alors, et les partisans de la ligne dure accuseront Poutine d'avoir mal interprété la situation. Les oligarques paniqueront à mesure que leur fortune baissera. Les gouverneurs, partagés entre loyauté et survie, commenceront à s'éloigner. Le système ne s'effondrera pas en un seul moment dramatique. Au lieu de cela, il tremblera sous des centaines de petites secousses, chacune presque invisible. Mais chacune affaiblira l'autorité que Poutine a bâtie depuis des décennies. La guerre en Ukraine pousse déjà la Russie à ses limites. Les soldats là sont épuisés, le matériel s'use et les lignes d'approvisionnement restent sous pression. Chaque avancée coûte d'énormes ressources, et Moscou a du mal à suivre le rythme. Si les revenus pétroliers baissent, cette lutte deviendra une crise. Les usines d'armes vacilleront, les soldats seront encore moins payés, les convois tomberont en panne et les chaînes d'approvisionnement s'effondreront. La guerre sera intenable au rythme voulu par Poutine, surtout que l'Ukraine reçoit l'appui d'une coalition fournissant argent, renseignements et matériel avancé. La Russie ne peut pas combattre indéfiniment avec des moyens empruntés, et manquer d'argent face à un ennemi bien approvisionné serait catastrophique. Cela représentera un danger, et ce danger ne sera pas seulement sur le champ de bataille, il sera personnel pour Poutine. Dans un système basé sur la peur et la loyauté transactionnelle, la faiblesse est inadmissible. En résumé, cette situation peut permettre son éviction par son entourage si les circonstances le permettent. Les enjeux sont plus profonds qu'ils n'y paraissent. Cela ne veut pas dire que le retour du Venezuela fera immédiatement tomber le Kremlin. Même si demain, un nouveau gouvernement ouvrait complètement les portes à Exxon et Chevron sans condition. La plupart des analystes estiment qu'il faudra 5 à 8 ans pour atteindre 2 millions de barils par jour. Encore une fois. Donc, tout ce processus prend du temps. Mais ce que cela fait aussi, c'est accélérer les pressions qui s'accumulent déjà à l'intérieur de la Russie. Les faiblesses s'accentuent, les risques deviennent inévitables et l'érosion du pouvoir s'accélère. Tout repose sur la seule ressource dont Poutine s'est toujours servi pour protéger son régime. Le pétrole, autrefois sa plus grande arme, est en train de devenir silencieusement ce qui pourrait le faire tomber. Le Venezuela n'a jamais été qu'une crise lointaine ou un État en difficulté dans les Caraïbes. Son pétrole est au cœur d'une réaction en chaîne qui dépasse largement ses frontières. Chaque baril remis en circulation influence les marchés de l'énergie, bouleverse les alliances et oblige les grandes puissances à s'adapter. Il ne s'agit pas de graphiques d'approvisionnement ou de feuilles de calcul, mais de conséquences politiques réelles qui arrivent vite. Si Washington change la trajectoire du Venezuela, l'impact se fera vite sentir à Moscou et affaiblira les soutiens de Poutine. Au final, le message est simple. Le Venezuela n'est pas une histoire secondaire, c'est une mèche qui mène directement à Moscou. Si cette mèche s'enflamme, le pétrole vénézuélien pourrait devenir l'arme inattendue qui affaiblit le régime russe.